Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. Je le redis, il s'agit d'une émission à la fois économique, politique, une émission culturelle, une émission sociale où il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, nous avons réellement le plaisir, la joie de recevoir quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des projets pour la République démocratique du Congo, qui est très connu, mais qui mérite encore d'être connu. C'est ce que j'ai dit à Pau, en la personne du docteur Dona Moupapa Kibadi. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le doyen. Bonjour, madame Laetitia. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir dans votre studio pour partager ensemble sur les futurs de l'Afrique en général et sur les futurs de la République démocratique du Congo en particulier. Alors, docteur, avant d'être homme politique, vous êtes d'abord médecin, urgentiste, qui apporte ce que j'appelle un plus à la santé des Français, et d'ailleurs qui normalement doivent reconnaître que les urgentistes méritent d'être bien traités. Vous êtes un médecin urgentiste qui mérite d'être bien traité par votre connaissance médicale, par votre sérieux dans ce qu'il faut appeler diagnostiquer tel ou tel, dans votre comportement, vous êtes un médecin magnifique, une ressource. Mais ce qui est bien, c'est que Ebola, par exemple, à un moment donné, quand ça a déclenché du temps de Joseph Kabila, je crois, vous avez été l'un des premiers auxquels on a fait appel. Et vous avez contribué à trouver une solution. En tout cas, vous avez trouvé ce que j'appelle le médicament qu'il fallait pour traiter ce qui avait été effectivement atteint à l'époque par Ebola. Ensuite, docteur, et ça c'est très bien, vous continuez votre chemin, la tête haute, et naturellement avec toujours les idées de faire en sorte que la médecine aille en même temps, que la médecine aille en même temps que la politique. Et vous devenez homme politique. Quel bonheur! C'est-à-dire que vous avez fait des recherches contre tout ce qui est virus, et puis vous avez continué à soigner les gens, et puis tout d'un coup, vous devenez homme politique, je dirais presque homme d'État. Docteur, ce beau parcours, d'où ça vient? Que s'est-il passé? Merci, c'est une question pertinente. Ce n'est pas par hasard que j'ai un parcours professionnel et à la fois un parcours politique. Pour moi, la politique est la question la plus importante et la solution en Afrique. Puisqu'en Afrique, nous manquons des hommes politiques et des hommes d'État. C'est pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui, puisque l'Afrique n'arrive pas à trouver des solutions à ses propres problèmes. Et à chaque fois, on fait appel à d'autres sociétés, à d'autres pays qui doivent venir à la rescousse de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi, pour moi, la solution pour sauver l'Afrique est d'abord politique. Et il manque cette volonté politique de développer l'Afrique. Aujourd'hui, en football, je peux comparer le football africain et la politique africaine. Si, en Afrique, aujourd'hui, on joue match égal, avec les mêmes chances, les mêmes potentialités, en football, et en politique, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a pas justement de politiciens de bonne volonté. Et on n'utilise pas la diaspora, par exemple, africaine, pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Or, aujourd'hui, en football, on a trouvé la solution. On utilise les professionnels de la diaspora pour sauver le football
africains. Donc, en politique, ça doit être pareil. Alors, docteur, figurez-vous qu'à Pau, on m'a posé la question. Les négociations qui ont été plus ou moins effectuées entre Trump, son état-major, et le gouvernement actuel, à Pau, on m'a posé la question. Est-ce que réellement c'est une négociation d'égal à égal ou s'agit-il d'une négociation où on veut endormir les Congolais? Alors je leur ai dit que, écoutez, personnellement je ne suis pas à cette négociation, il m'est très difficile de répondre. J'espère que vous allez répondre. S'agissait-il, c'est-à-dire que quand les Américains veulent mettre la main sur les matières premières de votre pays, ces négociations sont-elles d'égal à égal ou pas? Monsieur le doyen, c'est une question pertinente. Je vous dis sincèrement que ces accords politiques et économiques qui ont été signés d'abord entre le Congo et le Rwanda, et ensuite entre le Congo et les États-Unis. Alors, mais je dois souligner qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que le Congo est occupé militairement par le Rwanda, notre voisin. Et on nous oblige en même temps. La guerre n'est pas finie. Le M23 est toujours là. Les militaires rwandais sont toujours sur les sols congolais, à plus de 10 000 militaires. Et on nous oblige, je dirais une obligation, de signer des accords avec un pays agresseur. Et aujourd'hui, selon Charles Onana, on a dépassé 10 millions de morts. Et nous avons plus de 10 millions de Congolais qui sont en exil forcé interne dans le même territoire congolais. Ils ont déguerpi leurs maisons puisqu'ils ont été tués, violés et forcés de se déplacer. Donc, ils ont quitté leur village et ça fait 30 ans. Il y a même un jeune qui disait « Moi, j'ai totalisé 30 ans dans la forêt. » Il n'étudie pas et il continue à fuir d'un lieu à l'autre. Laetitia. Donc, ce n'était pas de bons accords. On a été contraints. Et vous avez vu aussi les mines qu'avait présentées le président Tshisekedi en signant ces accords. Ils ne se sont même pas salués avec le président Kagame. Alors, mais curieusement, arrivé à Kinshasa, il a été reçu en pompe par les Congolais qui croyaient qu'en signant ces accords, la guerre allait prendre fin. Mais on a signé les accords le 5 décembre 2025. Mais je vous dis que quelques jours après, l'AFSM M23, appuyé par l'armée rwandaise, a occupé la ville de Uvira. Donc vous comprenez qu'on a été dupé. Ouais. Voilà. L'homme d'État qui sera candidat à la prochaine présidentielle est élu. C'est mon papa qui gagne. Il devient président de la République démocratique du Congo. Je dis bien à la prochaine échéance. Et je le redis, si j'ai un conseil à donner aux Congolais, eh bien vous avez un bon candidat. Si vous avez ce que j'appelle la façon de voir comment votre pays jusqu'ici a été maltraité par des forces extérieures, alors la solution peut venir de mon papa. Donc, à la prochaine présidentielle, mon papa élu homme d'État. Mon papa élu homme d'État, il faudrait qu'il nous dise maintenant quelles sont les premières mesures qu'il devra prendre pour non seulement rassurer ses électeurs et rassurer aussi les non-électeurs de mon papa. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de candidats et que par conséquent, il y aura des électeurs de mon papa et des non-électeurs de mon papa. Alors il faut les rassurer. Les premières mesures à prendre, la jeunesse.
congolaise. Vous avez mis l'accent là-dessus. Ils sont partout, éparpillés. Ils sont dans les forêts. Donc, il faut absolument que cette jeunesse retrouve ce que j'appelle son élan, sa sécurité, sa volonté de bâtir un Congo nouveau. Quelles sont les premières mesures que vous prendriez si vous êtes élu prochainement président de la République démocratique du Congo, Dr Moukapa? Merci, monsieur le doyen Lansiné. Je dirais ceci, en fait, par rapport à cette question, j'ai déjà beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai écrit un livre-programme. Alors, les 100 premiers jours seront déterminants. Il faut d'abord rassembler toutes les forces vives de la nation pour créer une cohésion nationale. Donc, autour d'un forum où il y aura des jeunes, les mamans congolaises, les jeunes garçons, les jeunes filles que nous allons sélectionner et les militaires aussi, la société civile et les confessions religieuses. Et je vais à cette occasion leur étaler le programme que je mettrai en place, puisque pendant la campagne, je vais expliquer clairement comment je vais faire renaître la République démocratique du Congo. Puisque pour moi, le Congo est malade. Le Congo est en réanimation. Il faut faire comme nous le faisons chez nous. On va s'asseoir sous l'arbre de la palabre. Et là, bien sûr, nous allons recueillir les idées des autres et je mettrai ensemble avec mon programme. Alors, qu'est-ce que je ferai? D'abord, c'est instaurer une paix durable. Mais pour instaurer une paix durable, il faut rassembler tous les Congolais, épris de paix et de justice. Deuxièmement, déclarer une guerre et aller à l'offensive. Ne plus rester à la défensive. Ne pas continuer à se plaindre. Et maintenant, il faut qu'on se respecte. Nous devons faire la guerre, puisque ça fait 30 ans qu'on n'a jamais combattu. Donc chaque fois, l'armée congolaise se retire. Et on laisse les villes, on laisse la population congolaise se faire massacrer. Et cette fois-là, il faut dire non, N-O-N, et on mettra un trait. Nous allons réformer, regrouper, d'abord faire un grand recensement, un contrôle physique des militaires pour savoir qui sont ces militaires, ils sont combien, et savoir parmi eux, est-ce qu'il y a des bons éléments. S'il y a des bons éléments, il faut changer. C'est comme dans une équipe de football, on change les entraîneurs. Pourquoi? On change très peu les joueurs. Et quand on change l'entraîneur, un autre entraîneur viendra avec une autre stratégie. C'est comme en médecine, quand un médecin n'arrive pas à guérir un malade, il passe la main. Et moi, au moment où je serai, moi, président, donc je vais apporter la thérapie. Je vais apporter les traitements qu'il faut pour ces grands malades qui est le Congo. D'abord, la paix, instaurer une bonne justice très rapidement, mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont en intelligence avec les ennemis du Congo. Et en plus, maintenant, que la justice s'en occupe, normalement. Les tribunaux doivent fonctionner. Les cours des tribunaux, ça c'est dans cette partie de la justice. Et après, maintenant, il faudra en même temps, puisque le peuple aujourd'hui est meurtri, il faudra construire des habitations très rapidement pour loger tous les déplacés en attendant qu'on puisse récupérer notre territoire. Il faut les loger, les nourrir gratuitement. Or, ça fait 30 ans qu'ils ont été délaissés. Et ça, c'est cette partie du social. Il faut apporter de l'eau potable, porter de l'électricité et donner
s'occuper de la santé et s'occuper surtout de l'énergie. Et avec ça, donc, nous allons donner de l'espoir à ces peuples qui ne fait que crier longueur des journées, qui a consulté tout le monde et qui fait même des signes chaque fois que la communauté internationale n'intervient pas, ça fait longtemps, mais la communauté internationale ne peut intervenir que si vous-même, vous êtes devant, vous combattez. Si vous voyez la chute de la ville de Goma, il y avait des militaires de la SADC qui étaient là. Mais si les Congolais eux-mêmes ne sont pas en première ligne, comment les Sud-Africains vont combattre? Voilà. Donc, il faut remettre de l'ordre. Et Alors, la question... nettoyer les pays, nettoyer tous les foyers. Et ensuite, maintenant, nous allons en ordre combattre les ennemis du pays. Et vous allez voir que tout sera très rapidement fait. C'est-à-dire les recensements, connaître le nombre des Congolais, connaître le nombre des militaires que nous avons, connaître le nombre de médecins qu'il y a. Et très rapidement, ça peut se faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, des nouvelles technologies. C'est facile de remettre de l'ordre dans ces pays. Pour refaire cet ordre-là, est-ce que vous allez faire appel à votre diaspora, à la diaspora congolaise? Est-ce que c'est quel rôle vraiment va avoir la diaspora par rapport à toutes ces réformes que vous nous annoncez? Oui, la diaspora va jouer un rôle très important. Je viens d'évoquer ici l'exemple du football. Donc, il faut rapatrier toute l'imminence grise de notre pays. Nous avons environ 10 millions de Congolais dans la diaspora congolaise. Et dans cette diaspora, nous avons des cerveaux. Nos enfants ont fini les universités. Nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs. Nous avons aujourd'hui des militaires congolais d'origine qui combattent dans d'autres armées. Donc, il faut les rapatrier très rapidement et donner confiance à ces pays-là qui est miné aujourd'hui. N'attendons pas que les autres viennent combattre pour nous. Donc, c'est ça justement le message que j'apporte au peuple congolais. Nous devons appeler toute la diaspora. Mais il faut réserver un bon accueil et un encadrement. Il faut qu'il y ait un ministre qui va s'occuper uniquement du retour de la diaspora. Et vous allez voir que nos enfants qui sont éparpillés à travers le monde n'ont pas cet esprit de corruption, ils n'ont pas cet esprit de vol, de détournement des deniers publics, puisque dans les pays où ils sont nés, dans les pays où ils travaillent, il y a du sérieux. Et ils vont apporter une touche particulière et vous allez voir que le Congo va aller très rapidement de l'avant. En moins de 5 ans, le pays sera sur les rails. Mais lorsque vous dites qu'il faut partir en guerre, pour reprendre vos propos, ouais. Là, vous avez cité aussi un exemple un peu plus tôt, l'exemple de l'Ukraine, de la Russie, voire même des États-Unis. Ouais. Mais lorsqu'on regarde les résultats géopolitiques que cela crée, une grande instabilité économique, un climat instable, même de crise, est installé. Donc, n'avez-vous pas peur que le fait de partir en guerre puisse sensibiliser davantage l'état économique du pays et réfréner les investisseurs à venir s'installer et du coup investir sur le continent? Ou au contraire, avez-vous des solutions pour que les solutions, enfin, les réformes que vous êtes en train de nous citer puissent également pallier à un recul de l'investissement, mais au contraire être un miroir de ce que le pays peut apporter et des richesses que cela peut apporter de manière gagnant-gagnant à tout investisseur qui souhaiterait venir sur le pays? Madame Laetitia, vous devez savoir que ça fait 30 ans qu'on est occupé, qu'on est en guerre. Mais c'est une guerre de faible intensité. Mais quand on dit de faible intensité, c'est qu'on vient dans un village, on tue tous les villageois et on passe. Aujourd'hui, il y a des villages fantômes au Congo.
c'est-à-dire des villages qui ont été éradiqués, il n'y a plus rien. Donc, radiés. Alors, ce que nous devons faire, c'est récupérer nos droits, récupérer notre souveraineté. Et ça ne peut pas se faire sans faire la guerre. Donc, nous devons faire la guerre, puisqu'il faut passer à l'économie des guerres. Et en économie des guerres, vous aurez des partenaires qui veulent investir au Congo, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir, puisqu'il y a toujours une guerre. C'est comme on va parler aussi du virus Ebola, qui sévit à 2900 km de Kinshasa, mais on dit que tout le Congo est infecté par le virus Ebola, alors que ça se passe à 2900 km de la capitale. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, par exemple, comment terminer l'épidémie d'Ebola? Mais il faut aller lutter, il faut faire une riposte. Et même pour la guerre, il faut une riposte, puisque le Congo a droit de se défendre. Et pour se défendre, il faut aller vite en besogne. C'est-à-dire, c'est devenu chronique. Mais il faut arrêter cette hémorragie. Donc, si quelqu'un saigne et que vous faites semblant d'ignorer, il va se vider de son sang. Et c'est le cas du Congo. Le Congo est saigné depuis 30 ans. Et il faut d'abord colmater, traiter la plaie qui saigne, arrêter cette hémorragie. Si vous n'arrêtez pas l'hémorragie, c'est que vous faites semblant, vous regardez ailleurs, vous n'allez pas trouver des solutions. C'est ce que nos dirigeants font. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution de pacification du pays. Tant que le pays n'est pas pacifié, il n'y aura aucun vrai investisseur qui viendra au Congo. Alors, je vous pose la question. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Normalement, il est condamné par la justice militaire. Il n'a pas été arrêté jusque-là. Que se passe-t-il? Comment se fait-il? Il est dans une partie du Congo par rapport à une autre partie du Congo. Moi, je pense que c'était une erreur du régime de Félix Tshisekedi. D'abord, il dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, puisqu'il avait signé un deal avec Kabila, il a dit ça. Donc, il n'a pas fouiné dans le passé alors que Kabila a commis beaucoup de crimes. Alors, il fallait l'arrêter. Mais comme il avait signé un deal, donc il a fait semblant. Et il était à Kinshasa, il a laissé partir, non, il faisait des petites menaces, et puis après, il est parti, comme pour aller étudier en Afrique du Sud. Donc, sous prétexte, il va en Afrique du Sud, soi-disant qu'il va faire l'université, alors qu'il a fait 18 ans comme président, absolument, et il va étudier après. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, on dirige pendant 18 ans avec bagage intellectuel minable, et vous allez étudier après. Et pour faire quoi? Pour revenir encore comme président? Je ne sais pas. Or, c'est l'inverse qu'on doit faire. Un président doit avoir des bagages, doit être suffisamment bien formé pour répondre aux difficultés et aux problèmes du pays. Alors, donc pour Kabila, il est parti en Afrique du Sud, puis c'est après que, quand le M23 a commencé la guerre, donc Kabila s'est retrouvé du côté de la rébellion. Alors, et c'est lui qui finançait la rébellion, qui finance encore aujourd'hui. Donc, et le front, l'alliance du fleuve Congo, donc, qui était, c'est son poulain, en fait, Nanga, qui était un président, c'est vraiment du jamais vu, un président de la commission indépendante, la commission électorale indépendante, la CNI, qui se retrouve maintenant le chef de la rébellion, alors que c'est lui qui était vraiment au centre même de ces deals entre Kabila et Tshisekedi. Voilà, donc aujourd'hui, Kabila condamné à mort, puisqu'il niait, tout le monde disait oui, non, il n'est pas dans l'armée, il n'est pas dans l'opposition, ou il n'est pas dans la rébellion, mais aujourd'hui, avec les sanctions des États-Unis, donc tout le monde sait que c'est lui qui a financé la chute de la ville de Goma.
Donc, il est en intelligence avec les Rwandais, mais en même temps, c'est lui qui est le vrai patron de l'AFC M23. Et il vient vraiment du cynisme, hein. Il vient créer, du moins, une plateforme qu'il appelait « Sauvons les Congos ». Mais quel Congo il veut sauver? Ça, c'est paradoxal. Et je pense que c'est du cynisme. Alors, il est condamné à mort et aujourd'hui, il est devenu un vagabond. Il va de l'Est, il va au Rwanda et puis on dit qu'il est au Lesotho. Donc voilà, il se promène. Est-ce qu'il y a eu un mandat international lancé contre lui par l'Interpol? Je ne sais pas. Puisqu'il voyage comme il veut. La position des religieux dans tout ça, ils ont quand même contribué à un moment donné à dire qu'il fallait que la justice réellement règne dans la République démocratique du Congo. Ils l'ont dit, les religieux. Oui. Alors actuellement, quelle est leur position? Pourquoi on ne les entend pas? Que se passe-t-il? Ben, vous savez, les religieux, les confessions religieuses au Congo, surtout par rapport à l'Église catholique et l'Église protestante, puisqu'il y a aussi les églises des réveils, Ouais. Comme on dit les évangélistes, Absolument. ben, qui sont toujours avec les pouvoirs en place. Ils étaient avec Kabila, et là, ils sont avec Félix Tshisekedi. Donc, l'Église catholique est aujourd'hui, contre la révision ou le changement de la Constitution. Donc, ils sont là, ils se font toujours entendre, les gens comprennent leur position. Donc, ils sont contre la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution, puisque Tshisekedi veut changer la Constitution et pour s'éterniser ou s'octroyer la possibilité d'avoir un troisième mandat ou d'avoir un premier mandat de la 4e République. Donc, il veut changer la Constitution pour passer de la 3e à la 4e République, mais ça sera un coup d'État, puisque un coup d'État institutionnel contre lui-même d'abord, puisque pendant cette période où il y aura soit référendum et tout, donc il n'y aura pas de président, il y aura un vide juridique, et c'est pourquoi les confessions religieuses sont contre cette révision ou ces changements de la Constitution par Félix Tshisekedi, qui est en fin mandat. Il lui reste juste 2 ans, pour 2 ans et demi, pour terminer son 2e et dernier mandat. Voilà. Et au lieu de s'occuper justement des problèmes de la guerre, des problèmes des déplacés internes, donc il tergiverse et il veut gaspiller, par exemple, 1 milliard pour organiser un référendum. Ça, alors que le pays a vraiment besoin d'argent pour le pacifier. Mais je vous pose une question. L'IA pour la santé, actuellement, peut être utile dans le combat contre Ebola ou pas? Parce que ce nouveau défi Ebola est arrivé, une nouvelle menace. Est-ce que l'IA peut aider effectivement à trouver des solutions? Bon, l'IA, c'est un bon outil, mais c'est d'abord les hommes qui doivent trouver des solutions. Et surtout la population congolaise qui doit comprendre que, donc là, si on est entré dans ces sujets de l'épidémie d'Ebola, donc je dirais que l'IA ne va pas trouver une solution. Et la solution doit être trouvée par les humains, par les Congolais eux-mêmes, puisque c'est la 17e épidémie au Congo. Et nous avons l'expertise. Nous avons vaincu Ebola, puisqu'il y a 6 espèces du virus Ebola, mais les 2 espèces les plus importantes, les plus virulentes, c'est l'espèce Ebola Zaïre et l'espèce Ebola Bundibugyo. Alors, l'épidémie actuelle est justement causée par ces virus, le 2e virus qu'on appelle Ebola Bundibugyo, qui sévit à 2900 km de la ville de Kinshasa. C'est
dans la province d'Ituri, avec comme chef-lieu Bunia. Entre Bunia et Kinshasa, c'est 2900 km. Alors, comme vous savez, le Congo, c'est comme un sous-continent. Totalement. Voilà, donc il faut que les hommes se mettent au travail et surtout que l'État puisse donner des moyens logistiques aux médecins. Et surtout que nous avons une chance, nous avons un éminent professeur qui est infatigable. Aujourd'hui, le professeur Muyembe est toujours là et c'est lui qui est toujours dans les comités internationaux de lutte contre cette épidémie de Ebola comme depuis 50 ans, puisque c'est depuis 1976 qu'on a trouvé la première souche de Ebola Zaïre. Risque de la nouvelle épidémie dont on parle aujourd'hui et de celle que vous venez de nous décrire, et auquel cas, quels sont les axes d'amélioration que le pays devrait mettre en œuvre sur l'aspect sanitaire? Oui, Madame Laetitia, c'est une question pertinente. En fait, les pays n'est pas bien préparé sur le plan de politique sanitaire. Pourquoi? Puisqu'en fait, à la fin de chaque épidémie, il n'y a pas une politique de suivi ou de prévention de ces épidémies. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de chaque épidémie, je vous ai dit, c'est la 17e épidémie que notre pays à laquelle notre pays fait face. Donc, généralement, nous devions avoir une politique de prévention. C'est comme ici. Moi, je travaille ici en tant que médecin urgentiste. Oui. Si vous allez dans chaque hôpital, vous allez trouver des cellules qui sont, et même du matériel, qui sont justement prévus et pour de recrudescence, émergence et réémergence des épidémies. Aujourd'hui, nous avons un projet de surveillance même de l'épidémie de Covid-19. Nous avons les tests. Dès qu'on suspecte, on fait les tests. Mais chez nous, le problème n'est pas pareil. Après chaque épidémie, on oublie cette maladie et chaque fois, on est surpris par une nouvelle flambée de cette maladie. C'est pourquoi on est à la 17e fois et à chaque fois, on intervient en retard. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir national ou le pouvoir de Kinshasa ne prévoit pas cette surveillance à long terme. Voilà, donc le pays n'est pas bien préparé sur ce plan logistique. Mais sur le plan humain, le plan médical, nous avons des médecins, des infirmiers qui ont été formés pour faire face à cette maladie ou pour constituer ces comités de riposte. Et à chaque fois, il manque la logistique. On n'a pas du matériel disponible et on pose les diagnostics toujours 1 mois, 2 mois, 3 mois après, alors que l'épidémie circule déjà. C'est pourquoi, puisque nous avions, nous à l'époque, mis en place ce que nous avons appelé des cellules, les cellules sentinelles, c'est-à-dire des infirmiers, des médecins dans chaque zone de santé qui sont préparés à détecter les signes d'une épidémie d'Ebola ou de la maladie à virus Ebola. Dès que vous avez deux cas ou 3 cas suspects, vous devez faire un prélèvement d'un tissu de peau et on envoie au laboratoire spécialisé et qui pose les diagnostics. À l'époque, en 2018-2020, l'épidémie avait sévi toujours dans cette région-là, à Isiro, à Beni et même à Bunia. Donc, ça fait au moins plus de 2000 morts sur 3000. Alors, donc, normalement, dans cette contrée,
on devrait avoir du matériel. On devrait avoir des gens formés pour détecter à temps. Mais là, on a été encore surpris, en retard, et c'est le 5 mai qu'on a pu diagnostiquer les premiers cas. Mais le virus circulait déjà depuis longtemps. Alors, c'est le 15 mai qu'on a déclaré officiellement cette nouvelle épidémie qui est due à cette espèce que j'ai appelée virus Ebola, l'espèce Bundibugyo. Est-ce que vous pensez que le risque de propagation régionale, voire même nationale, est avéré au vu de... Régional, oui, mais national, je dirais non. À partir du moment où on détecte et on diagnostique ces virus, les médecins congolais sont bien préparés. Nous avons l'expertise. Et à partir du moment où on cherche d'abord les malades et les cas contacts, ceux qui ont été en contact avec les malades, donc ils sont déjà identifiés et surveillés. Et si on surveille ces gens-là, généralement, on rompt la chaîne de transmission. C'est l'objectif. Il faut rompre la chaîne de transmission, c'est-à-dire isoler l'épicentre. Et là, cette fois-ci, c'est la province d'Ituri. Et comme on a posé les diagnostics en retard, et là-bas, il y a deux spécificités. Le pays est en guerre et il y a de l'or, les chercheurs d'or. Et ils font des allers-retours, donc il y a de l'or artisanal. Et les gens vont dans des carrières, des orpailleurs. Et là, il n'y a pas de contrôle. Et ils sont en contact permanent les uns des autres. Et c'est ça qui rend un peu difficile le contrôle de ces gens. Donc on ne peut pas les mettre ensemble pendant longtemps pour les surveiller pendant 42 jours. Donc ce que nous faisons, on isole ces gens pendant 42 jours puisque le temps d'incubation de ces virus est de 2 à 21 jours. Alors, donc, c'est ce qui devrait être fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, mais un petit peu en retard. Et quels sont justement les gestes de prévention qui peuvent être communiqués à la population afin de pouvoir pallier à la propagation, notamment dans la région? Quelles sont déjà l'information qui peut être donnée pour que les civils puissent se protéger comme ce fut dans la période du Covid-19 où on va rappeler de se laver les mains ou de porter le masque. Là, quelles sont les mesures qui peuvent être d'ores et déjà prises en main par les civils en attendant une aide déployée un peu plus par le corps médical, voire même le gouvernement? Madame Laetitia, c'est une question pertinente. Vous savez que pendant Covid, il y a eu de médias qui parlaient tout le temps de la prise en charge des malades et quelle était l'attitude que nous devions prendre, quelles sont des mesures barrières. On a parlé des mesures barrières. Alors, pour l'épidémie d'Ebola, c'est pareil. Il faut des mesures barrières. Mais contrairement au virus de Covid-19, ça peut se transmettre par les aérosols, par les nez. C'est pourquoi on se couvre les nez. Là-bas, on se couvre les nez aussi pour les gouttelettes de salive si tu parles avec quelqu'un. Donc, comme le virus est dans la salive, le virus est dans le sang, dans la sueur, dans les larmes, tout ce qu'il y a comme liquide biologique, donc il faut éviter ça. Alors, il faut se laver correctement les mains, éviter les contacts directs avec quelqu'un qui a la fièvre ou quelqu'un qui présente des signes de cette maladie. Cette maladie évolue en 3 étapes. La première étape, c'est comme une grippe. Vous avez des douleurs articulaires, vous avez la fièvre, des maux de tête, des douleurs abdominales, et après, c'est les vomissements qui commencent et la diarrhée. Et troisièmement, vous avez des signes hémorragiques qui apparaissent. C'est pourquoi on a appelé ces virus virus de la fièvre hémorragique. Voilà. Mais aujourd'hui, les scientifiques se sont mis d'accord pour appeler la maladie à virus Ebola. Alors, donc, les mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission. Et comme je vous ai dit, dans cette région,
ces virus, les virus le plus meurtrier, avaient sévi là-bas. Donc, c'est l'espèce du virus Ebola Zaïre. Cette espèce tue 80% de sujets contaminés. Alors que l'espèce actuelle qui sévit à Nituri tue 20 à 40%. Là, aujourd'hui, les statistiques avant-hier dimanche s'élèvent à 782 cas confirmés et nous avons 182 cas de décès confirmés. Alors, donc, ça représente 23%. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la population de cette contrée est bien informée. Ils savent qu'il faut rompre la chaîne de transmission. Et ça, c'est puisqu'il n'y a ni traitement curatif, ni vaccin actuellement. Donc, mais il y a des traitements symptomatiques. C'est comme ici les malades Ebola ou sévissaient ici en France, il y aurait moins de morts, puisque nous avons la réanimation, nous avons les urgences qui prennent en charge, et il y a la logistique. Donc, il y a les moyens financiers que l'État met en charge directement à la disposition de médecins, d'infirmiers et du corps médical. Mais là-bas, le problème, c'est qu'il n'y a pas un fonds qui est alloué à ces épidémies. Et à chaque fois, on est surpris. Alors, on va demander à la communauté internationale, à l'OMS de nous aider, de nous apporter le matériel. C'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, si vous allez dans cette contrée, vous n'allez pas trouver dans tous les hôpitaux ces matériels. Alors que tous ces hôpitaux devraient être bien équipés par ces matériels de protection. Alors, les lavages des mains, c'est très important. Or, nous avons un problème. Le Congo est plein de cours d'eau, mais nous n'avons pas de l'eau potable. Les gens vont encore dans des ruisseaux pour aller puiser de l'eau. Donc ça, c'est encore difficile. Et quand les gens vont dans des ruisseaux, ils se rencontrent. Et en plus, donc, l'eau sale peut être comme un vecteur de transmission de ces virus. Voilà. Donc, si nous avions des robinets de l'eau traitée au chlore comme ici, donc il n'y aurait pas de virus là-dedans, puisque l'eau est traitée. Alors, quel doit être le rôle que doit jouer le docteur Moukede actuellement, puisque c'est quand même un médecin qui a fait ses preuves. Le docteur Mukwege? Oui. Ah oui, bon, écoutez, le docteur Denis Mukwege n'est pas un virologue. Il n'est pas non plus un médecin urgentiste. Voilà. Oui. Donc, il est gynécologue. Donc, dans ces conditions-là, moi, je pense qu'il n'a pas un rôle à jouer, puisque ce n'est pas sa spécialité. Mais ce n'est pas dans ce cadre où Mais il peut sensibiliser les gens par rapport à des mesures barrières. Là, il peut, comme il est en contact avec une grande communauté, sa parole est bien écoutée. Donc, il peut faire de la prévention et surtout parler de mesures barrières. Mais ce n'est pas dans ce cadre qu'il faut aussi mettre en avant les associations qui, eux, œuvrent sur les terrains pour apporter des solutions, que ce soit au niveau matériel, mais même au niveau aussi prévention. Et pour revenir à votre casquette aussi politique, ce n'est pas là où repenser la politique sanitaire prend tout son sens en termes de prévention sanitaire? Oui, bien sûr, c'est comme j'ai dit, il faut vraiment que les pays s'équipent et les pays aient une politique de prévention de ces épidémies qui sont constituées, que nous appelons des maladies émergentes et des maladies réémergentes. Alors, donc, il faut qu'il y ait une vraie politique de prévention. Ces équipes ne doivent pas être constituées dans la précipitation, mais ces équipes doivent être en permanence dans chaque zone de santé. C'est-à-dire qu'il faut dans chaque zone de santé du Congo, il doit y avoir un expert ou une équipe mobile qui doit normalement surveiller. Nous avions travaillé sur
la surveillance épidémiologique de cette maladie. Mais à chaque fin de l'épidémie, comme je l'ai dit, c'est cette procédure ou cette prévention n'est plus faite et à chaque fois, on est surpris puisqu'on prend beaucoup de mois pour détecter cette nouvelle épidémie. Donc c'est pourquoi on est à la 17e épidémie, mais bien sûr, malgré notre expertise. Et comment renforcer l'autonomie africaine en termes de vaccins et médicaments dans ce cadre-là, notamment avec le dialogue? L'autonomie, en fait, surtout pour les pays, ouais, au niveau du continent, nous avons un institut, donc on appelle les CDC, donc Center for Disease Control. C'est-à-dire, c'est basé à l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, est-ce que cet institut est bien financé? Est-ce que les chercheurs sont financés par un fonds? Ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, bien sûr, cet institut participe justement dans cette lutte. Mais comme toujours, au pays ou en Afrique, il n'y a pas une politique sanitaire globale de tous les Africains. Alors, donc, un peu chacun fait à sa manière, bien que nous avons ces centres qui pouvaient être financés par tous les pays africains. Ou par, ça devrait être en principe un outil de l'Union africaine. Bon. Mais ça n'a jamais été le cas. Voilà. Mais c'est financé par l'OMS et les pays africains ne cotisent pas pour cet institut de recherche. Le tout, c'est de trouver des hommes de valeur, des hommes qui ont des idées et qui ont ce que j'appelle le comportement pour pouvoir appliquer ces idées. Dans le cadre de l'élection prochaine, la prochaine élection présidentielle, quelle est la stratégie que vous avez élaborée pour l'emporter facilement? Parce qu'il faut bien une stratégie et il faut dès maintenant commencer à battre campagne. Alors, quelle est votre stratégie pour gagner prochainement l'élection présidentielle en République démocratique du Congo? Ma stratégie est simple. Donc, j'ai déjà commencé à aller au pays pour sensibiliser la population, pour leur dire qu'effectivement, j'ai une solution. La solution est simple, c'est qu'il faut avoir la volonté politique. Mais le problème chez nous, c'est que nous avons plusieurs candidats qui n'ont pas de programme présidentiel. Mais moi, j'en ai et le moment venu, j'ai déjà commencé bien sûr à transmettre progressivement mes idées et mon programme, comme je viens de le dire ici tout à l'heure, que j'ai déjà un programme pour les 100 premiers jours, j'ai aussi un programme pour les 5 années, comme c'est un quinquennat, donc, et au mois maximum un programme qui peut aller jusqu'à 20 ans. Donc moi, je peux faire un mandat, 2 mandats, je pars, mais je laisse déjà les bases pour que mon prédécesseur, ou pardon, mon successeur puisse appliquer et continuer ce que j'aurais déjà entrepris. Donc, c'est convaincre les Congolais, mais bien évidemment, on est aujourd'hui en crise encore politique puisque le président Félix Tshisekedi, qui est à son 2e et dernier mandat, hésite un peu de partir en 2028. Il dit que le pays est en guerre, et alors que la guerre a commencé depuis 30 ans. Donc, on a organisé des élections en 2006, 2011, 2018, 2023. Ça fait déjà 4 cycles électoraux. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas organiser en 2028. Donc, c'est pourquoi moi, je m'inscris en faux. Je suis contre la révision et ou le changement de la Constitution. Donc, c'est pourquoi nous devons aller aux élections pour que le peuple se choisisse lui-même un candidat capable de résoudre les problèmes ou les défis que le Congo fait face aujourd'hui. C'est un grand défi. Alors, moi, j'ai des solutions, comme je l'ai dit toujours,
que le Congo a besoin d'un médecin pour les guérir. Ça, c'est mon slogan et j'ai un projet écrit. Donc, je suis prêt à guérir le Congo. Et pour les Congolais, l'espoir est toujours là et que nous sommes capables de trouver des solutions. Et les Congolais doivent d'abord compter sur eux-mêmes avant de compter sur les autres pays amis ou sur les autres peuples. Tu sais, oui, vas-y. Je veux dire, comme on arrivait vers la fin de l'émission, moi, ma question finale, ce serait simplement de vous demander si vous avez une minute pour vous adresser aujourd'hui à la population congolaise, à sa jeunesse, à sa diaspora. Quel est le message que vous souhaiteriez leur laisser? Voilà, merci. Le mot de la fin, pour moi, je dirais que le Congo traverse une période très difficile. J'ai un message d'espoir à donner au peuple congolais. Je dis que le Congo est traversé et aujourd'hui en crise. La crise congolaise est multifactorielle, mais la solution est là. La solution réside dans la volonté politique de citoyens congolais pour résoudre cette question épineuse de la guerre, de l'instabilité de notre pays. C'est vraiment paradoxal qu'on trouve un président de la CNI qui a proclamé l'actuel président Félix Tshisekedi comme président vainqueur des élections en 2018 et qui aujourd'hui se retrouve dans l'opposition, et non seulement dans l'opposition, qui se retrouve dans les maquis pour combattre et tuer des paisibles citoyens à l'est du pays, à Goma, à Bukavu, dans le Massissi et à Uvira. La partie occupée par les rebelles ou par l'armée rwandaise est plus vaste que le Rwanda, est plus vaste que le Gabon, que le Congo-Brazzaville. Donc, le pays est scindé en deux. Mais il y a toujours de l'espoir. C'est pourquoi les Congolais doivent se mettre ensemble pour combattre ces fléaux. Et moi, je suis disponible pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution durable et apporter une paix, puis une justice et donner du travail et travailler surtout sur les sociales, sur l'énergie, sur l'école de la République et sur une politique sanitaire très importante. Donc, moi, je suis disponible pour que nous puissions ensemble trouver des solutions. Il y a une solution. Et ne vous découragez pas, puisqu'il y a de l'espoir. Mais j'ai un dernier mot à dire au président Félix Tshisekedi. Nous avons milité ensemble pendant 37 ans, puisque j'étais un militant de l'IDPS, qui est le parti au pouvoir aujourd'hui. Nous ne pouvions pas croire le président Étienne Tshisekedi, qui est le père biologique de l'actuel président, ne pouvait pas imaginer que son fils président puisse manipuler la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, puisque nous avons combattu la dictature de Mobutu. On a combattu la dictature de Kabila père. On a combattu la dictature de Kabila fils, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je suis vraiment surpris et très indigné de voir un membre de l'IDPS. Or, l'IDPS signifie Union pour la démocratie et le progrès social. Et quand je vois une répression, juste une manifestation politique d'un sitting qui a été organisé par la coalition C64, qui a été réprimé dans le sang, et vraiment, je suis très indigné et j'ai dit que ça ne pouvait pas arriver avec l'IDPS au pouvoir.
C'est pourquoi je lui demande sincèrement, je l'appelle pour qu'il puisse arrêter de bâillonner la démocratie pour laquelle nous avons lutté et nous avons perdu beaucoup de membres au sein de notre parti, l'IDPS. Et aujourd'hui, qu'ils deviennent bourreaux alors que nous étions réprimés avec lui et il était en exil en Belgique. Aujourd'hui, il envoie les gens à l'exil. Je pense que c'est vraiment paradoxal. Ce n'est pas pour cela que nous avons lutté. Nous avons lutté et créé ces partis depuis le 15 février 1982. C'était pour réunir tous les Congolais au sein de cette union pour la démocratie et le progrès social. Donc nous ne pouvions pas accepter qu'on puisse avoir des milices de ces partis politiques qui ont lutté pour la démocratie, aujourd'hui tuer des gens avec des machettes et voir le film que moi j'ai observé, ça m'a beaucoup touché et je suis très indigné. Donc je m'inscris en faux sur cette répression sanglante de paisibles manifestants qui n'étaient pas armés, mais la répression était vraiment disproportionnée. Voilà, pour les Congolais, j'ai dit, je termine par un courage et surtout par un espoir. Merci. Congolais, Congolaises, un seul homme en 2028. Il s'appelle Dr Moupapa Kibali. Congolais et Congolaises, c'est le seul, de manière tout à fait limpide, qui peut, dès 2028, s'il n'est jamais élu, sauver votre pays. N'hésitez pas à constituer ce que j'appelle des comités de soutien à Moupapa. C'est le moment ou jamais. C'est ce que les Sonko et les Bassirou ont fait au Sénégal. Ils ont constitué des mouvements de soutien à ces jeunes gens et ces jeunes gens ont été élus, même si maintenant ils ne s'entendent pas bien, ils ont été brillamment élus par le peuple sénégalais. C'est cet exemple que je vous propose, des comités de soutien à Moupapa en France et en République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés en espérant que vous allez donner suite positive en 2028 à la candidature du docteur Moupapa Kibali. Merci, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.